Apollo 13 est un film réalisé par Ron Howard, sorti en 1995, et qui a au passage récupéré 2 Oscars. C'est probablement un des films les plus connus et les plus appréciés sur l'espace, déjà parce que c'est une histoire vraie, et les histoires vraies ça plaît toujours, mais aussi parce que c'est un bon film, tout simplement. Ce film retrace donc l'histoire incroyable de cette mission spatiale qui, comme tout le monde le sait, a échappé de très peu à la catastrophe. Il est à raison considéré comme le film hollywoodien qui représente avec le plus de fidélité ce qui s'est réellement passé au cours d'une mission spatiale. Et c'est vrai, le travail fourni a été colossal et a clairement été réalisé par des gens qui maîtrisaient leur sujet. D'ailleurs, Tom Hanks réalisera 3 ans plus tard la série de docu-fiction De la Terre à la Lune sur l'ensemble des missions Apollo. Je conseille au passage cette série à tout fan des missions spatiales, c'est une vraie réussite. Bon, revenons à Apollo 13 et à pourquoi ce film est réaliste. Tout d'abord au niveau des décors, la salle de contrôle de Houston est plus vraie que nature et a été reconstruite de A à Z à l'identique de l'original, de même que l'intérieur des vaisseaux Apollo. Aussi, comme actuellement, ils ont entièrement recréé des courtes scènes en impesanteur dans un avion 0G où il est possible de flotter pendant quelques petites secondes. Les combinaisons spatiales sont plus vraies que nature, le bateau de récupération est le sister ship du véritable bateau qui a récupéré Apollo 13, etc., etc., etc. Bien, Ken, nous sommes À côté de ça, le film prend quelques libertés avec le cours précis des événements, mais la réalité a été malgré tout assez peu trafiquée, surtout quand on compare ça à la grande majorité des films qui prétendent illustrer une histoire réelle. Ce film est bon et respire la crédibilité, chose à saluer pour un film hollywoodien. Nous nous focaliserons uniquement sur les erreurs liées aux technologies spatiales et aux personnages, et nous ne parlerons pas de toutes les coquilles, comme par exemple ici l'album Let It Be des Beatles qui n'était pas sorti à l'époque des faits. Juste avant de commencer, je voudrais aussi clarifier que la plupart de ces erreurs sont volontaires, et sont faites pour dramatiser l'action, donc n'y voyez pas ici une critique des équipes du film, ça reste du cinéma. Allez, c'est parti. Le film commence chez Jim Lovell dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, quand Neil Armstrong posa le pied sur la Lune. Ça commence mal justement, puisque cette nuit-là, Jim Lovell n'était pas chez lui avec des amis, mais il était au centre de contrôle de Houston, avec bon nombre de ses collègues astronautes. D'ailleurs, au passage, il était la doublure officielle de Neil Armstrong, et il serait donc parti à sa place si ce dernier n'avait pas pu décoller pour une raison ou pour une autre. À part ça, la maison des Lovell a été reproduite fidèlement d'après leurs témoignages, à quelques détails près, comme la voiture de Jim qu'on voit ici, qui était une Corvette bleue en réalité, et pas rouge. Ok, en fait ça on s'en fout un peu. Par contre ce qui est déjà plus intéressant, c'est que là on le voit en train de regarder la Lune. Or, le soir où Neil Armstrong marchait sur la Lune, eh bien elle ne ressemblait pas à ça vue de la Terre. Elle ressemblait à ça. Et Apollo 11 se trouvait quelque part par là. On notera aussi que, comme souvent dans les films, ils adorent mettre des étoiles partout dès qu'il fait nuit, alors qu'on ne peut pas les voir aussi nombreuses si près d'une lune gibbeuse, ni à l'œil nu, ni en photo comme on peut le voir ici sur une vraie photo. Mais vous verrez que ces étoiles qu'on ne devrait pas voir sont une erreur qu'on retrouve tout au long du film. Tu sais ce voyage à Acapulco qu'on voulait faire pour les vacances de Pâques? Ici, Jim Lovell apprend qu'il est transféré de Apollo 14 vers Apollo 13. Changement de destination. Ah oui. Et peut-être, disons, la Lune. Son voyage à Acapulco avec sa femme a été annulé, c'est vrai, sauf qu'en réalité, cette scène a eu lieu quelques années plus tôt et il avait annulé ce voyage à cause de son précédent vol sur Apollo 8 et n'a rien à voir avec Apollo 13. Il doit donc accélérer son entraînement. Il y a une nouvelle erreur dans cette scène, puisque lors des simulations pour la phase d'arrimage avec le LEM, la mire qui est montrée ici et qui est utilisée pour le rendez-vous est à l'envers. En réalité, voilà à quoi ressemblait cette mire vue depuis le siège du pilote de la mission Apollo 12. On voit maintenant le VAB, le grand bâtiment d'intégration du lanceur Saturn V. Alors déjà, l'assemblage du 3e étage n'a pas eu lieu le 30 octobre comme c'était écrit, mais au mois de juillet. Et aussi, l'assemblage de cet étage sur le 2e étage ne se fait pas vraiment comme ça, comme on empilerait 2 briques Lego pendant qu'on présente l'ensemble à des politiciens juste à côté. Y a-t-il d'autres questions? Ah oui, j'en ai d'autres, moi, des questions. Pourquoi ont-ils autant de mal avec les dates dans ce film? Parce que ici, voilà la Saturn V en train d'être amenée sur son pas de tir à bord du gigantesque crawler. La date indiquée est donc fausse, puisque ce roll-out, comme l'appelle la NASA, a eu lieu le 16 décembre 1969 et non pas le 9 avril 1970. Et oui, la fusée a attendu le décollage pendant 4 mois sur le pas de tir. Alors d'ailleurs, ici on voit Marilyn Lovell venue seule le voir derrière une barrière de quarantaine. Alors tout d'abord, la famille Lovell était présente au grand complet la veille du lancement avec les enfants.
Ensuite, la procédure de quarantaine à l'époque n'était pas aussi poussée que ça et les contacts étaient brefs mais autorisés entre proches. Et voilà, maintenant on dit bonsoir. Ils ont une sacrée journée qui les attend demain. Lors de la préparation du vol le lendemain, on peut voir ce logo de la NASA, dit logo Worm de la NASA. Il n'est apparu qu'en 1975, soit 5 ans plus tard. Il n'avait donc rien à faire là ce jour-là. Le jour du lancement toujours, la femme de Lovell n'était pas dans un motel un peu cheap comme on peut le voir ici, mais dans une belle beach house à Cocoa Beach. Mais par contre, elle a vraiment perdu son alliance dans la douche ce jour-là, mais ce que le film ne raconte pas, c'est qu'elle l'a retrouvée après quelques secondes de recherche. Forcément, ça fait moins dramatique. Et puis vient enfin le jour du lancement. On y retrouve naturellement la femme de l'astronaute, Marilyn Lovell, dans le public. Enfin, je parle pas de l'actrice, hein. Je parle de la vraie, voilà la vraie Marilyn Lovell, qui fait ici un caméo. Lui, c'est Gene Kranz, un des héros du film, le directeur de vol. Ça commence avec une grossière erreur d'ailleurs, puisqu'il n'était pas en charge du lancement d'Apollo 13 en réalité. En fait, il y avait 4 équipes de contrôle qui tournaient toutes les 6 heures, et Gene Kranz était en charge du 3e shift, pas du premier. C'était celui qu'on voit ici à droite, Milt Windler, qui était directeur de vol au moment du lancement. Booster. Juste après, on voit un travelling sur la fusée. Sa couleur n'est pas exacte non plus, puisque les bandes noires du bas du premier étage qu'on peut voir dans le film correspondent aux bandes noires qui équipaient les étages de test avant le premier vol de la Saturn V. Ici on peut voir à droite cet étage de test appelé Saturn V 500F. Ce n'est pas une vraie Saturn V, c'était un modèle de test taille réelle qui a été construit pour vérifier les interfaces avec le pas de tir et pour vérifier toutes les procédures pré-lancement. Et comme on peut le voir ici sur toutes les Saturn V suivantes qui ont bien volé, ces bandes noires avaient tendance à chauffer au soleil et à accélérer l'évaporation de l'oxygène liquide du premier étage. Elles ont donc été raccourcies pour les véritables vols et n'atteignaient plus le réservoir d'oxygène liquide qui était en haut du premier étage et qu'on ne voulait surtout pas réchauffer. Au moment du lancement, on retrouve Ken Mattingly qui s'est trouvé un coin génial pour regarder le décollage. Bon, en réalité, personne ne peut évidemment s'approcher aussi près du pas de tir, même si on a sa carte d'astronaute. Voici ensuite une vue sympa des moteurs au décollage vue d'en dessous. Sauf qu'en réalité, ils s'allument pas du tout comme ça. Ici, ça fait plus machine à fumer de boîte de nuit. En réalité, il y a d'abord une petite quantité d'ergol qui est injectée dans les moteurs, puis immédiatement après, le moteur central s'allume, et ensuite les 4 autres. Voilà une prise de vue réelle, prise au cours de la mission Apollo 8, et on voit bien que ça n'a pas grand chose à voir. A contrario, ces flammes qui semblent déborder du pas de tir puis se faire aspirer en sens inverse pourraient avoir l'air un peu too much. Sauf qu'en fait, elles sont assez proches de ce qu'on peut voir en réalité, comme ici lors de la mission Apollo 8, et ici lors du décollage de la mission Apollo 11. Là, les bras ombilicaux se détachent de la fusée avant qu'elle ne décolle, mais une fois encore, la réalité est assez différente. Tout d'abord, il n'y en a plus que 5 qui sont encore attachés lors du décollage, et non pas 9. De plus, ils se détachent alors que la fusée s'élève, et non avant. C'est clairement visible ici, sur les images du véritable décollage de la mission Apollo 13. Une fois la fusée lancée, les flammes en sortie des moteurs étaient en fait encore plus impressionnantes que celles que l'on voit dans le film, comme ici lors de la mission Apollo 8. Par contre, le jour du véritable décollage d'Apollo 13, il faisait très brumeux dehors et on ne voyait pas grand chose comme on peut le voir ici. Circuit interne. Accrochez-vous les gars, ça va secouer un bras. Vient la phase de séparation du premier étage. Les astronautes étaient bien projetés vers l'avant, par contre leur ceinture était très serrée. Donc ils étaient projetés à l'intérieur de leur combinaison, ce n'était pas leur combinaison elle-même qui bougeait vers l'avant. Alors ce moteur 5, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'il vaudrait mieux pas que t'aies abandonné la mission maintenant Coco, puisque t'as oublié d'armer la poignée d'éjection, et heureusement que pendant les véritables vols elle était bien armée. Il aurait fallu la tourner comme ceci. Qu'en dites-vous messieurs? Et voilà le travail. Oui, sauf que le travail n'est pas fini, et une fois sur orbite, ils n'avaient pas le droit d'enlever immédiatement leur casque comme ici. Ils ne pouvaient le faire qu'une fois en route vers la Lune et les manœuvres de retournement et de rendez-vous terminées, soit quelques heures après le décollage.
La scène visible ici est recréée fidèlement dans un avion 0G prêté par la NASA, mais elle vient trop tôt dans le film. Contrôle, coupure booster S du S4B. Correct sur les télémesures, tout roule, contrôle. Ben non, tout ne roule pas. Ici, on voit le vaisseau effectuer sa manœuvre de Trans-Lunar Injection, autrement appelée TLI, pour se propulser vers la Lune. En réalité, cette poussée ne se faisait pas en visant la Lune directement, la mécanique spatiale est plus compliquée que ça. En plus, le point visé n'est pas là où est la Lune actuellement, mais un point proche de là où sera la Lune au moment où le vaisseau arrivera à son niveau. Il faut donc anticiper aussi le trajet de la Lune autour de la Terre. Et puis non, les étoiles sont des milliers de fois moins brillantes que la Lune, elles n'ont absolument rien à faire ici. Ah oui, au fait, Fred Haise n'a pas vraiment vomi en réalité, il était juste nauséeux. Là, ils en font plus qu'en réalité, heureusement pour lui. Et puis vient le fameux moment de l'accident. Tout d'abord, on ne s'en rend pas vraiment compte dans le film, mais il y a eu 2 explosions distinctes à quelques secondes d'intervalle. Et puis cette célèbre phrase n'a pas vraiment été prononcée comme ça. Regardons d'abord la version d'Hollywood. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. Et voilà la réalité, avec un petit montage où je garde la vidéo du film et où on entend l'enregistrement audio original de la véritable mission. Hey, Houston, we've had a problem here. Say again, please. Houston, we've had a problem. Main B bus undervolt. Roger, main B undervolt. Stand by 13, we're looking at it. On a une sous-tension du circuit principal B, pression cryo. Ici, la quantité de gaz qui s'échappait était en réalité beaucoup plus impressionnante. Une véritable petite atmosphère entourait le vaisseau et des jets de gaz puissants s'en échappaient. D'ailleurs, un peu partout sur Terre, des astronomes ont pu observer au télescope cette bulle de gaz qu'il y avait autour du vaisseau d'Apollo 13. D'ailleurs, vous avez remarqué ? Ils n'ont pas mis d'étoiles dans le ciel ! Ah, bravo, ils l'ont enfin compris. Bon, revenons à notre accident. Les débris qu'on voit ici voler autour du vaisseau sont beaucoup plus gros que ce qu'ils n'étaient en réalité. Vus depuis l'intérieur du module, ils semblaient minuscules et ressemblaient à des petites étoiles qui se déplaçaient dans le ciel. De même, les mouvements du vaisseau étaient moins violents que ce qu'on voit ici. Les astronautes n'étaient pas projetés contre les parois du vaisseau. C'était une situation clairement critique, mais moins cinématographique que ça. Ah d'accord, là on voit carrément des étoiles à contre-jour face au soleil. Bon, bref. Quand on vous reprendra, on aura 2 programmes de poussée à vous communiquer. La mer de la tranquillité. La cour de récré de Nîmes-les-Bœufs. Oui, sauf que non, ça c'est pas la mer de la tranquillité. Ce qu'on voit là, c'est la faille de Hadley, où se posera d'ailleurs Apollo 15. La mer de la tranquillité, où s'est posé Apollo 11, ressemblait à ça. Ici, on a l'impression que la perte de contact avec la Terre est simultanée avec le passage dans la nuit. Regardez bien. Oh, ces étoiles. Salut la Terre. On se retrouve après la phase B. Mais vous l'aurez compris, ça ne s'est pas passé comme ça. En réalité, le vaisseau est d'abord rentré dans l'ombre de la Lune. Il faisait donc nuit pour eux, mais ils gardaient malgré tout la visibilité avec la Terre. On peut le voir ici, le fait d'être dans l'ombre de la Lune n'empêche pas du tout de communiquer avec la Terre. C'est seulement quand on passe derrière la Lune qu'on perd le contact avec la Terre. Et ça s'est passé 25 minutes plus tard. Un petit peu plus tard, il s'est passé exactement l'inverse. Ils sont d'abord réapparus dans le jour, et ensuite seulement, ils ont pu réétablir les communications avec la Terre. Et maintenant, un petit cours de géographie par les astronautes. Regardez, c'est Framaoro. Et là-bas, vous voyez le cratère Tchotkovsky. Là au nord, c'est Mare Imbrium. Ouais. Pour ceux qui sont pas du coin, ça évoque pas forcément grand-chose. On va donc mettre tout ça sur une carte. Voilà donc un planisphère de la Lune où on retrouve ces 2 hémisphères. Et dans l'ordre, ils ont vu Framaoro, le cratère Tsiolkovsky et Mare Imbrium. Vous ne remarquez rien là ?
Eh bien oui, en l'espace de quelques secondes, ils auront vu 3 points situés aux antipodes les uns des autres, ce qui est évidemment impossible. Pendant ce temps, Jim Lovell est en train de rêver, d'imaginer qu'il est sur la Lune. Donc a priori, c'est un rêve, les erreurs ça compte pas vraiment, mais quand même. Par exemple, pour de multiples raisons, les pilotes du module lunaire avaient pour consigne de se poser avec l'échelle du côté ombre du LEM et pas du côté éclairé, comme on peut le voir ici sur Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17. De même, vous serez d'accord avec moi pour dire que leur tuyère en plastique noir n'est pas très crédible. Là, on retombe sur une erreur récurrente du film. Ken Mattingly est présenté comme le 4e homme de la mission à les sauver depuis le sol. En réalité, Mattingly les a certes aidés, mais ils étaient plusieurs centaines à le faire et il n'a pas eu un rôle très différent des autres. Par exemple, contrairement à ce qu'on voit ici, il n'est jamais monté dans le simulateur pendant la mission d'Apollo 13. D'autres s'en sont chargés. Tu n'as pas à te faire de reproches. Ce n'est pas de ma faute! Je t'ai demandé ce que disait la jauge et tu ne le sais même pas! On n'en va pas entrer dans... Ici, clairement, beaucoup de mélodrame a été ajouté par rapport à la réalité. Mais les astronautes ont tous confirmé qu'il n'y a jamais eu d'engueulade à bord. Il y a eu de la pression, il y a eu du stress, mais il n'y a jamais eu de prise de bec ou d'engueulade ouverte entre eux. Au contraire, l'équipe était particulièrement soudée. Cette partie MacGyver du film est une des plus célèbres. On a l'impression que tout le monde doit se creuser la tête pour trouver une solution à un problème auquel personne n'avait jamais pensé. Mais je vais casser un mythe. Bien que ce soit effectivement ce bricolage qui ait sauvé l'équipage, cette solution avait déjà été pensée et trouvée lors de simulations pour Apollo 8. Cette solution préexistante a fait gagner énormément de temps aux équipes au sol pour arriver à ce résultat et pour pouvoir leur donner les consignes qui devaient faire s'emboîter une interface carrée avec une interface circulaire. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que Jim Lovell lui-même avait participé à l'élaboration de cette solution qui, un petit peu plus tard, lui aura sauvé la vie. Réglage de cartouche CO2 sur secondaire. Bon. Et voilà. Ah, enlevez-moi ces étoiles. Oh. Gene, ce n'est pas la vitesse. Alors ici, il y a un petit problème de mécanique spatiale. Les jets de gaz issus des réservoirs percés ont petit à petit poussé et écarté l'engin de sa trajectoire idéale. Il faut donc faire une manœuvre pour dévier la trajectoire du vaisseau et le remettre sur le droit chemin. Une autre poussée pour les Il en faut absolument une. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. Quand on rentre dans l'atmosphère, il faut un angle très précis de rentrée. Si l'angle est trop plat, on ne se fait pas assez ralentir par frottement atmosphérique, on rebondit dessus et adieu la Terre. Avec un angle idéal, par contre, le bouclier thermique est capable de dissiper une puissance suffisante, ce qui permet ensuite d'ouvrir les parachutes. Enfin, si l'angle de rentrée est trop raide, la puissance dissipée par le bouclier sera beaucoup trop importante et tout le monde va mourir à bord. Mais revenons à Apollo 13. Leur angle de rentrée est actuellement trop bas, et donc la manœuvre a pour but d'augmenter cet angle de rentrée pour pouvoir avoir une rentrée nominale et un happy end. Maintenant, voyons voir ce qu'ils font dans le film. 6, 5, 4... Réacteur armé! Ah, ces étoiles. Mise à feu! Ok, stop. Là, je crois qu'il n'y a aucune chance qu'ils rentrent sur Terre avec cette manœuvre. On va revoir ça de plus près. Le but étant de dévier la trajectoire du vaisseau, il faut pousser de façon perpendiculaire à celle-ci. Mais dans le film, ils ont poussé en plein vers la Terre. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On arrive certes plus vite à destination, mais on n'a absolument pas changé notre trajectoire ni notre angle de rentrée. Autrement dit, quand on fonce droit dans le mur, on tourne au volant, on n'appuie pas sur l'accélérateur. 7, 6, Allez, maintenant un grand classique des films hollywoodiens, rien que pour le plaisir, on va allumer un chronomètre. Et voilà à quoi ressemble ce moment très intense dans le film. Il s'est allumé! Oh ouais, guidage principal coupé. Maintenant c'est à nous! Contrairement à ce que pourrait laisser croire le film, c'est en fait leur 5e manœuvre depuis qu'ils ont quitté la Terre. Notamment une grosse manœuvre de 5 minutes qui a eu lieu près de la Lune pour pouvoir les faire revenir plus vite sur Terre. Par contre, cette manœuvre aussi avait la particularité d'être faite en manuel, comme c'est bien représenté dans le film, et il se pilotait en visant la Terre à travers le hublot, ce qui est cohérent avec la réalité cette fois-ci, puisqu'il regarde la Terre sur le côté et non droit devant eux. Je profite de la durée de cette scène pour vous présenter les vrais astronautes de la mission Apollo 13. Ici, on peut voir Fred Haise, filmé avec une caméra 16 mm qui devait servir sur la Lune. Voilà Jim Lovell, le commandant de l'équipage, alors qu'ils étaient en train de revenir vers la Terre. Et il est actuellement filmé par lui, Jack Swigert, le pilote du module de commande. Fred Haise, lui, était le pilote du module lunaire. C'est bon, 35,
C'est bon, ils sont sauvés et ils ont eu leur minute d'action avec un orchestre symphonique qui jouait de la musique angoissante derrière eux. Maintenant, on va revenir un peu les pieds sur terre et on va regarder à quoi ça ressemblait en réalité. Voilà la véritable bande-son de ce qui s'est passé. J'ai remis une bande vidéo par-dessus pour vous donner un élément de contexte. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil. Ignition. Thrust looks good. Shut down. Et voilà, cette manœuvre n'aura duré qu'une quinzaine de secondes en réalité et aura fait accélérer le vaisseau de même pas 10 km/h. Roger, 7.4 and I hit about 210 7, 6, Je vais m'attarder une dernière fois sur cette partie du film. Et on va cette fois-ci discuter des flammes du moteur. En réalité, les flammes du moteur du LEM ne ressemblent pas à ça. Il s'agit d'un moteur à ergol hypergolique qui ont une combustion complète et ne génèrent donc pas de suie, qui, une fois chauffés à haute température, sont à la base des fameuses flammes jaunes que l'on a dans le cheminée, mais aussi dans les moteurs fusées qui utilisent du pétrole, comme ici le premier étage de la Saturn V. Ou la fusée Soyouz par exemple. Par contre, d'autres moteurs propres et sans suie existent, comme ceux qui ont équipé la navette spatiale ou les fusées Titan, et leur flamme est quasiment transparente. D'ailleurs, comme on peut le voir ici, on est capable de voir à travers les flammes et même de deviner tous les détails à l'intérieur de la tuyère alors même que les moteurs tournent. Dans cette scène, la flamme devrait donc être quasiment invisible, comme l'a d'ailleurs filmé le rover téléguidé depuis la Terre en regardant Apollo 16 décoller depuis la surface lunaire. On y va, Houston. Allez, ce film est quasiment fini. J'espère qu'ils auront pas trop fait d'erreurs sur la fin. Ah, bah si, déjà il y en a une là. Ici on a une erreur sur le module de commande. Le mécanisme d'attache au LEM est resté attaché à la capsule. En réalité, il ne s'agit pas d'un désarrimage mais d'une véritable séparation. C'est-à-dire que cette partie reste encastrée dans le LEM et libère au passage la place pour que les parachutes puissent sortir normalement de leur emplacement. Chose rigolote d'ailleurs, le Capcom s'est lui-même trompé en réalité et a donné l'autorisation pour un désarrimage, et s'est rectifié quelques secondes plus tard en disant séparation. Vitesse sera de 10 000. Bon, là vous allez trouver que je chipote, mais la capsule est arrivée du côté nuit et non du côté jour de la Terre. Pendant la rentrée atmosphérique, la capsule tourne sur elle-même en réalité et effectue des mouvements pour se guider dans l'atmosphère. Elle n'est pas parfaitement stable comme actuellement. Lors de la rentrée atmosphérique, il y a la fameuse coupure radio. C'est normal, et pour Apollo 13, la durée du silence radio a été plus longue que prévu, puisque l'angle de rentrée était plus faible que prévu, et la rentrée atmosphérique a donc été plus longue que prévu. Réquisition du signal. Le retard dans le signal radio semble avoir duré une éternité. Et effectivement, en réalité, ça a duré 1 minute 30. Imaginez, pour une phase de rentrée qui dure quelques minutes, vous avez 1 minute 30 de retard. C'est effectivement inquiétant. Allô, Houston? Ici Odyssey, on est content de vous retrouver. Alors par contre, le retour radio et le soulagement n'a pas eu lieu lorsque les parachutes se déployaient, mais plusieurs minutes auparavant. Si je vous dis qu'ils en ont trop fait sur les célébrations et les hurrahs à la fin, vous me croirez? Que diriez-vous de regarder à quoi ressemblait la salle de contrôle à ce moment critique? We've had a report that a RIA 4 aircraft has acquisition of signal. Une équipe de geeks ingénieurs, vous imaginez bien que ça va être le feu. Ou pas. Odyssey Houston standing by, over. Okay, we read you, Jack. That was Jim Lovell responding with the OK Joe. Correction there, that was Command Module Pilot Jack Swigert. Ah, je vous avais prévenu, hein, c'est fou, c'est intense. Advertised real good.
fois revenus sur Terre, les astronautes sont en fait sortis tous les 3 dans le canot de sauvetage avant que le premier soit élitreillé, pas comme ici. Et Jim Lovell est bien monté en dernier dans l'hélicoptère. Fred Haise devait repartir vers la Lune sur Apollo 18. Non, il devait repartir sur Apollo 19. Restriction budgétaire, il ne retourna jamais dans l'espace. Ça c'est vrai. Quant à moi... Quant à toi, eh ben, tu es dans le film. Je veux dire, le vrai Jim Lovell, il est là sous vos yeux à gauche, c'est le capitaine du navire actuellement. Le vrai, qui fait un caméo. Sur la Lune et revenir sans... Et voilà qui clôture cette critique technique du film Apollo 13. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.